Bonsoir, vous écoutez le micro du soir et je suis très content de vous retrouver pour discuter une nouvelle fois avec une personnalité francophone. Et ce vendredi, j'ai le plaisir de parler pour la deuxième fois avec Sergiu Mișcoiu, professeur des universités en sciences politiques à la faculté d'études européennes de l'université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, où il dirige le Centre de coopération internationale. Ses domaines de recherche sont le populisme, les politiques identitaires, la transition politique en Europe de l'Est et en Afrique francophone. Depuis Cluj-Napoca, donc, il va ce soir discuter avec nous et nous parler plus précisément, c'est le thème de discussion que nous avons choisi ensemble pour cette émission, des relations de la Roumanie avec les autres pays européens. Sergiu Mișcoiu, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent et nous regardent. Merci Sergiu d'être une nouvelle fois avec nous. Alors, évidemment, quand je parle je fais référence à la Roumanie, les relations entre la Roumanie et ces autres pays européens, le sujet qui est le plus chaud, je dirais, en ce moment, c'est l'entrée dans l'espace Schengen. Alors, dimanche 15 janvier, le commissaire européen au budget et à l'administration, Johannes Hahn, a déclaré qu'il s'attendait à ce que Vienne lève son veto, donc la capitale autrichienne, lève son veto à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'espace Schengen en temps voulu. Alors ça, on peut se demander ce que ça veut dire exactement, lui permettant ainsi de rétablir son image, l'image de l'Autriche qui a été particulièrement, je dirais, détériorée, hein, on va dire, à cause de ce veto. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de déclaration? Comment vous pensez que les choses vont se passer dans les semaines à venir? Bon, écoutez, d'abord merci de m'avoir réinvité en fait. Oui, je crois que la Commission européenne a toujours été très très marquée dans ses efforts dans la direction d'une pression constante mise sur le Pays-Bas, mais surtout sur l'Autriche, pour qu'elle change d'avis en ce qui concerne l'entrée dans l'espace Schengen de la Roumanie et de la Bulgarie. Et cette déclaration n'est pas surprenante. De l'autre côté, je crois que cette formule en temps voulu montre que les pressions sont constantes, mais en même temps qu'elles sont proportionnelles à la capacité institutionnelle de la Commission européenne. Or, on sait très bien que l'échafaudage institutionnel de l'Union européenne ne permet pas à la Commission européenne d'influer d'une manière très directe sur les décisions des États membres, que dans nombre de domaines, les États membres sont parfaitement souverains sur leur conduite, et l'élargissement de l'espace Schengen est, malheureusement pour la Roumanie et la Bulgarie, soumis à cette logique du veto possible de tout État membre. De ce fait, la Commission européenne n'entend pas faire des pressions qui excèdent finalement ses capacités institutionnelles. Or, on a vu que l'Autriche a été conseillé, a été même un peu poussé par la Commission européenne afin de changer son avis. L'épisode dramatique qui s'est consommé en décembre 2022 a montré clairement que l'Autriche avait une autre stratégie, au moins le gouvernement en place en Autriche voyait les choses d'une manière différente et entendait utiliser la Roumanie et la Bulgarie comme munition électorale en 2023 et très probablement aussi en 2024. Et donc, la Commission a pris acte de cette décision du gouvernement autrichien et ne peut pas agir dans un sens contraire à ses attributions institutionnelles, ne peut pas aller au-delà de ses propres limites. Le résultat est donc que seuls les politiques
de lobby, les jeux d'influence pourront à un moment donné faire l'Autriche changer d'avis. Mais pour l'instant, on voit très bien que les conditions ne sont pas réunies. Et dans ces déclarations du commissaire Hahn, je lis aussi un certain degré de résignation par rapport aux efforts déployés et aux résultats de ces efforts jusqu'à présent. Parce que Sergiu Mișcoiu, d'après ce que vous dites, il s'agit là véritablement de jeux politiques. Techniquement, si on peut dire techniquement, la Roumanie et la Bulgarie devraient faire partie de Schengen. Bien sûr, mais ce n'est pas une décision strictement d'ordre technique. Donc, les jalons techniques ont été depuis longtemps dépassés. On a vu très clairement dans les derniers rapports des experts de la Commission européenne, des experts indépendants, depuis quelques années, au moins 5 ans, que ces deux pays-là étaient, du point de vue strictement technique, capables de faire face aux contraintes qui sont liées au fonctionnement informatique, notamment du système Schengen. Le problème, bien sûr, n'est pas là. Le problème est justement le fait qu'il y a une bonne dose de politique dans cette décision. Et cette politique peut sans doute passer par quelques éléments, quelques marqueurs qui sont peut-être plus objectifs. Par exemple, imputer à la Roumanie et à la Bulgarie un certain degré de corruption qui est plus élevé que dans d'autres pays. Et là, c'est discutable, mais quand même, c'est, disons, d'une certaine façon objectivable dans les décisions qui seront prises. Par contre, il y a aussi dans cette dose de politique une zone qui est 100% subjective et liée notamment à d'autres intérêts, d'autres enjeux que les enjeux objectivement présents dans la prise de décision. Voilà, et j'ai envie qu'on en parle maintenant de ces autres enjeux. Vous parliez des Pays-Bas. Le ministre hollandais des Affaires étrangères, Wauke Hoekstra, excusez-moi si j'écorche un peu son nom, était à Bucarest vendredi dernier et il a dit que les Pays-Bas étaient désormais d'accord pour l'entrée du pays dans Schengen. Alors, comme vous le disiez, on a l'impression que cette question de Schengen pour la Roumanie et la Bulgarie sert notamment des intérêts politiques, et on voit comment en Autriche, l'extrême droite, dimanche dernier, est sortie très renforcée suite aux élections régionales. Alors expliquez-nous comment la Hollande, mais surtout l'Autriche aujourd'hui se sert, et certains partis extrémistes se servent de ce sujet de Schengen pour la Roumanie et la Bulgarie afin d'obtenir davantage de votes, tout simplement. Oui, commençons par le Pays-Bas. Aux Pays-Bas, l'affaire a été bouclée à l'automne, on peut dire, pour ce qui est de l'entrée de la Roumanie dans l'espace Schengen. Le Premier ministre Rutte, qui était très prudent et qui se méfiait beaucoup d'une opposition interne, notamment au sein de son propre parti, a quand même bien compris que ce n'était plus le cas, qu'il y avait une sorte d'opinion majoritaire qui n'était pas enthousiaste ou très favorable à l'entrée de la Roumanie dans l'espace Schengen, mais qui était, disons, assez neutre. Et donc, il a joué un peu la neutralité objective en disant qu'il n'allait pas s'opposer. Il a réussi à obtenir de la part de son Parlement un mandat allant dans ce sens, ce qui lui a permis de ne pas bloquer directement la Roumanie. Par contre, aux Pays-Bas, il y a une sensibilité très élevée en ce qui concerne la Bulgarie, notamment pour ce qui est des affaires de corruption et de crimes organisés. Il y a un nombre de parlementaires hollandais qui sont exprimés à plusieurs reprises comme quoi la Bulgarie est une grande exportatrice de crimes organisés en Europe occidentale, et de ce fait, le vote a été contre la Bulgarie
Et comme la Bulgarie et la Roumanie étaient ensemble dans le même panier pour le vote de décembre, le Pays-Bas s'est opposé à l'ensemble du panier. Donc, disons, du point de vue du Pays-Bas, l'histoire des enjeux politiques internes est moins importante, moins pesante sur la décision qui est prise que dans le cas de l'Autriche. En Autriche, on a un gouvernement très intéressant au sens où on a au pouvoir un parti qui est membre du Parti populaire européen, un parti néoconservateur mais qui garde quand même un flanc de centre-droite un peu chrétien-démocrate, donc un peu centriste. Et donc, au sein même du parti du chancelier Nehammer, il y a une cohabitation des centristes et des conservateurs ou des néoconservateurs. Ils sont en coalition avec le parti écologiste qui, lui, est un parti de centre-gauche favorable à l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen et même à l'ouverture à une politique beaucoup moins stricte en matière d'immigration en Europe et en Autriche, mais aussi une opposition qui monte, une opposition d'extrême droite, c'est le fameux parti FPE, parti dit de la liberté, qui s'était déjà fait remarquer à la fin des années 1990 quand il est entré dans une coalition gouvernementale avec le candidat de l'époque du Parti populaire Wolfgang Schüssel, et l'Autriche a été déjà sanctionnée par l'Union européenne à l'époque. Ce parti s'était démantelé après le décès de Jörg Haider, le leader historique du parti, mais maintenant ce parti revient justement parce que les enjeux liés à l'immigration, à l'insécurité, mais aussi aux crises multiples avec lesquelles l'Autriche se confronte se multiplient. Et ce parti fait une pression énorme sur la droite du EFP, du parti du chancelier Nehammer. Et Alors, il a eu de bons résultats, comme je le disais, dimanche dernier au régional. bah voilà, et donc Nehammer a commis la faute que beaucoup de politiciens de centre-droite commettent en Europe, une faute qui a été commise en Italie, avant en France, à une époque même dans des pays comme l'Espagne ou le Danemark, c'est-à-dire essayer de siphonner l'électorat de l'extrême droite, au moins de se protéger en ayant un discours dur de droite, pour ne pas permettre aux partis d'extrême droite de prendre l'électorat un peu conservateur, un peu ayant une sensibilité plus nationaliste, plus souverainiste. Mais ça n'a pas été Néanmoins, suffisant apparemment. voilà, Nehammer a essayé à tout jouer en ce sens. Il a joué toutes ses cartes. Il est même allé avant les élections à la frontière turco-bulgare pour faire un état des lieux, pour montrer à quel point il s'intéresse à ces sujets. Il a demandé ouvertement aux partenaires européens d'approuver un plan d'investissement de la Commission européenne dans des mesures de protection physique, y compris des barrages, disons, en béton à cette frontière-là. Et donc, il s'est montré, il a cessé d'envoyer des messages à l'électorat droitier pour éviter la montée de l'extrême droite. Mais tout cela a été en vain. Dans sa manière de procéder, il a délaisser l'électorat centriste qui ne s'est pas mobilisé, qui s'est reporté un peu sur le parti libéral Neos, qui s'est porté sur les écologistes et partiellement sur les sociodémocrates, et surtout il a créé l'image de quelqu'un qui veut à tout prix s'accrocher au pouvoir. Après les affaires de corruption qui ont émaillé la campagne électorale, n'ont pas profité au parti au pouvoir, mais tout au contraire ont profité
à l'extrême droite. Et très mécaniquement, le parti populaire EFP est en baisse de 10% dans l'Autriche inférieure, alors que le parti d'extrême droite monte de 10% et menace de devenir le premier parti politique en Autriche en 2024. Maintenant, c'est à voir qu'est-ce que Nehammer va faire. Il va tirer de leçons dans la direction d'une modération du discours, d'une normalisation politique, mais qui est risqué aussi comme démarche puisqu'il va peut-être complètement perdre un électorat ayant des sensibilités conservatrices et souverainistes, ou tout au contraire, il va aller, lui, vraiment faire un virage direct sur l'extrême droite, ce qui serait aussi probablement la fin de la coalition gouvernementale en Autriche, car il y a des élections régionales cette année dans des fiefs de l'extrême droite, notamment. Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que ce parti d'extrême droite autrichien a des liens avec le parti d'Orban en Hongrie? Bah oui, bien sûr, ce sont des partis qui, disons, font un clin d'œil double. D'un côté, au parti de l'extrême droite classique en Europe occidentale, par exemple le Front National, maintenant Rassemblement National en France, ou d'autres partis comme celui de la première ministre Meloni en Italie, mais aussi qui font des clins d'œil à des partis plus modérés, mais qui sont vraiment dans le discours nationaliste souverainiste, comme le PiS en Pologne, le parti de Monsieur Kaczynski, ou effectivement le Fidesz de Monsieur Orban. Est-ce que vous diriez, excusez-moi Sergio Mișcoiu, que le thème de l'immigration est le thème principal qui fait que ces partis se rejoignent? Oui, effectivement, ce sont des partis qui parfois ont des conceptions économiquement différentes. On voit des sensibilités plus sociales. Certains leaders de ces partis, je pense à Giorgia Meloni en Italie par exemple, ou même à Marine Le Pen ou Jordan Bardella, maintenant le nouveau leader du Rassemblement national en France, mais on voit aussi des sensibilités plus libérales ou même ultralibérales chez certains leaders, notamment ceux qui sont déjà au pouvoir et n'ont plus besoin d'un discours très, disons, préoccupé par rapport aux exigences des plus démunis. Mais effectivement, le thème de l'immigration unit tous ces partis-là. Le fait qu'en 2015, l'Union européenne a essayé d'imposer un système de quotas pour redistribuer les réfugiés lors de la crise des réfugiés de 2015 à tous les pays, et malgré le vote négatif de certains pays comme la Hongrie par exemple, ce système a été mis en place tant bien que mal. Bien sûr, il a été un peu administrativement empêché par des efforts faits par les pays respectifs, mais quand même le système a été mis en place. Cette décision a été considérée par beaucoup de citoyens de ces pays-là, notamment ayant des sensibilités plus souverainistes, comme étant vraiment un seuil à ne pas franchir. Et donc la question de l'immigration a été directement mise en avant par les partis d'orientation populiste, nationaliste, radicale et ultra-conservatrice pour faire campagne. C'est un élément commun, c'est un dénominateur commun des partis ayant cette orientation en Europe, et c'est une thématique qui, vu l'évolution démographique des pays du Sud ou de l'Asie centrale ou du Moyen-Orient, c'est une thématique qui va certainement s'avérer payante pour les élections, notamment les élections européennes de 2024 ou les élections nationales qui auront lieu en 2024 dans nombre de pays d'Europe.
Alors, Sergiu Mișcoiu, maintenant, j'aimerais qu'on élargisse les relations, le thème des relations de la Roumanie avec les autres pays européens, et pas simplement l'Autriche ou les Pays-Bas. Comment vous les avez perçues, ces relations, en ce sens que, selon vous, il est clair maintenant que certains pays sont, on va dire, plus chaleureux que d'autres vis-à-vis de la Roumanie. Encore une fois, mettons un petit peu de côté les pays comme l'Autriche ou les Pays-Bas. Commençons par la France, par exemple. Comment ces relations, le partenariat stratégique qu'il y a entre la France et la Roumanie, comment ça s'est développé. Évidemment, la guerre en Ukraine fait que il y a certains dossiers qui ont particulièrement avancé, mais de façon plus générale, comment vous sentez la chaleur d'autres pays européens vis-à-vis de la Roumanie? Bah, on n'est pas sans savoir que la Roumanie s'est inspirée historiquement du modèle français et que la France a été un exemple pour l'organisation politique, administrative, pour la vie culturelle, pour le monde intellectuel. Cela, malgré une, disons, défrancophonisation de la Roumanie qui a eu lieu durant des décennies, notamment sous le communisme et même durant la transition à partir de 1989, ne peut pas être oublié. Le français reste, après l'anglais, la deuxième langue d'enseignement dans les écoles roumaines, et il y a une sensibilité, un tropisme français dans la culture, dans la vie politique, dans la dynamique même de la Roumanie. Ce Et tropisme ça, a à été Cluj, un peu... pardon, excusez-moi, à Cluj, vous le ressentez toujours très fort, ce tropisme. Bah, nous le ressentons, je crois, partout en Roumanie. Bien sûr, à Cluj, on a un héritage qui est plutôt un héritage de l'Empire des Habsbourg, de l'Autriche-Hongrie, un héritage plus germanophone, magyarophone aussi. Donc plus complexe, mais on ressent toujours ce tropisme francophone et français, justement à travers le renouvellement qui a eu lieu avec le nombre très important d'étudiants qui existent dans des facultés comme la faculté de médecine, par exemple, médecine vétérinaire, mais aussi dans d'autres spécialités. Il y a un public francophone vivant, jeune, à Cluj, qui a quand même recimenté, disons, les relations avec la France et avec l'espace francophone plus généralement. Et Au donc, sein de votre faculté, excusez-moi, vous avez, si on regarde le nombre d'étudiants français ou francophones plutôt, mais bon là, dans ce cas précis français, est-ce que il y a une évolution? bah, il y a une évolution qui est favorable. Nous avons à l'université Babes Bolyai des programmes en français. On a des programmes aussi en anglais qui attirent un public venant de France, ce qui est tout à fait normal. Vu les spécialités qu'on offre, qui sont des spécialités centrées sur l'Europe centrale et orientale ou sur les Balkans, ou enfin qui ouvrent à travers les contenus vers des régions qui sont moins étudiées ou des spécialités qui sont moins étudiées en France. On a un nombre de plus en plus important d'étudiants francophones et français aussi, notamment à travers un master d'études politiques européennes comparé qui fait partie d'un réseau international européen des masters Erasmus Mundus financés par l'Union européenne où on regroupe un nombre important d'étudiants français, mais aussi venant de l'Afrique francophone et des autres régions du monde. Mhm. Et donc, pour revenir à cette question des relations de la Roumanie avec les autres pays européens, est-ce que vous diriez que des pays
vu la diaspora roumaine qu'il y a en Espagne ou en Italie, ont des relations privilégiées avec Bucarest. Qu'en est-il avec les États baltes? Comment ça s'est passé sur ces dernières années, ces relations diplomatiques de la Roumanie avec des pays du sud de l'Europe occidentale et des pays, je citais par exemple les pays baltes. Ah oui, donc pour revenir, il y a donc ce tropisme français qui a souffert un peu, notamment avec la guerre en Irak, quand la Roumanie a pris la position des États-Unis et la France était contre l'opération Iraqi Freedom qui est déroulée par les États-Unis. Donc il y a eu un peu une période plus sensible dans les relations bilatérales, mais après, je dirais après notamment 2012-2015, les relations sont revenues à un développement, à un continuum du développement historique à un niveau très élevé. Aujourd'hui, on peut dire que la France, oui, c'est un partenaire privilégié de la Roumanie et d'ailleurs un pays qui a soutenu à tout moment, à toute occasion, l'adhésion de la Roumanie à l'OTAN, l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne et maintenant à l'espace Schengen. Avec l'Espagne et l'Italie où il y a des diasporas roumaines très importantes, les relations ont pu être tendues notamment dans la période d'immédiatement après l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, justement parce que ces centaines de milliers de Roumains présents dans les pays respectifs avaient désormais le droit de jouir par exemple, droit de vote aux élections municipales étaient, disons, des objets électoraux non identifiés. On ne savait pas exactement ce que ces communautés allaient faire dans les jeux politiques, dans les conduites politiques des pays respectifs. Mais dans l'autre sens, cette présence importante a quand même imposé un nombre de décideurs dans les pays respectifs, notamment Espagne et Italie, des positions à inspirer des positions plus favorables à la Roumanie, plus favorables à l'adhésion de la Roumanie à l'espace Schengen, entre autres. Et on n'a pas eu d'opposition en Espagne et en Italie en ce sens. Bien sûr qu'avec des pays comme le Pays-Bas ou les pays du Nord, les relations ont été moins disons, moins immédiate du point de vue culturel. Comme on sait très bien, le roumain est une langue latine et on ne peut pas effacer cette tradition qui fait que les Roumains ont une tendance à être plus présents dans certains pays que dans d'autres et se sentir culturellement plus proches. Excusez-moi, je vous coupe une nouvelle fois. Vous diriez qu'il y a comme une concordance entre les relations diplomatiques étroites et un lien culturel, notamment linguistique, historique, entre la Roumanie et d'autres pays. Il y a un déterminisme historique qui n'est pas effaçable, disons. Il y a un héritage, il y a une facilité de la communication et notamment la présence des communautés, des diasporas nombreuses dans certains pays facilite cette communication et accentue cette facilité de travailler ensemble, d'avoir des visions communes et disons dans termes très pratiques met de la pression sur par exemple la diplomatie roumaine d'être plus présente dans les pays respectifs, d'ouvrir des consulats, d'avoir des ambassades plus fournies en personnel. Et donc tout cela, bien sûr, que rapproche les pays respectifs. Le contact direct est sans doute de nature à consolider les relations. Ce n'est pas forcément le cas avec d'autres pays. Vous avez posé la question sur les États baltes, notamment avec la guerre en Ukraine, mais même avant, je dirais après 2014, après l'annexion de la Crimée et le début du conflit au Donbass, on a serré les lignes avec les pays baltes.
les pays les plus exposés aux menaces venant de l'Est, de la Russie, et des pays qui ont ressenti immédiatement un besoin de se rapprocher avec la Pologne. Là, il y avait des communications beaucoup plus étroites, un passé commun entre notamment la Pologne et la Lituanie, mais aussi avec la Roumanie, la Bulgarie et même la Grèce, pour consolider un peu le flanc est de l'Union européenne et de l'OTAN. Et aujourd'hui, je dirais qu'on découvre à quel point on s'est malheureusement historiquement peu intéressé aux pays baltes, mais à quel point ces pays sont des pays qui ont un mot à dire assez important dans notamment la protection extérieure de l'Union européenne, en étant des avant-postes plus ou moins de la démocratie libérale tant mise à mal aujourd'hui. Oui, effectivement, ce contexte particulier fait que certains pays se rapprochent. J'aimerais qu'on fasse maintenant une dernière petite question, Sergio Mișcoiu. J'aimerais qu'on fasse une petite projection sur les flux migratoires en Europe. Disons dans 10 ans, dans 15 ans. Est-ce que vous pensez qu'il y aura davantage d'Européens de l'Ouest en Roumanie? Personnellement, donc résident à Bucarest, j'attends toujours davantage, même si, comme vous le dites, il y a des étudiants qui viennent, alors qui ne s'installent pas toujours en Roumanie, mais est-ce que, selon vous, on verra davantage d'Occidentaux s'établir en Europe du Sud-Est, par exemple, ou alors est-ce que vous voyez d'autres développements? Bah, cela dépendra en tout premier de l'évolution de la guerre en Ukraine. Moi qui suis en contact avec des étudiants, mais aussi des candidats français aux études, je peux vous dire que, par exemple, nombre de familles étaient très inquiètes sur une éventuelle mobilité, par exemple en Erasmus, un autre type de mobilité des Français vers l'Est dans les conditions où la menace russe est imprévisible et l'Est de l'Europe est plus exposé d'une manière naturelle, géographique, que l'Ouest de l'Europe à ce genre de péril. Plus généralement, je dirais aussi que ça dépend des conditions de vie et des conditions économiques des pays respectifs. Il y a dans tous ces pays de la région et notamment en Roumanie une polarisation de plus en plus importante entre le milieu urbain et le milieu rural. Notamment, il y a quelques grandes villes qui ont beaucoup de succès et où il y a un nombre de plus en plus important de ressortissants étrangers. Je vois cela sans doute à Cluj, mais ce phénomène est visible aussi à Timișoara ou à Brașov, par exemple. C'est sans doute dans ces milieux-là qu'il y aura un nombre croissant d'Occidentaux qui vont s'établir. Mais à mon avis, l'immigration aura une autre origine. Nous devons regarder vers le sud et ce qu'on voit, c'est que là, la population du point de vue démographique est de plus en plus importante. Sa croissance est incroyable pour une Europe qui est vraiment vieillissante. Juste un chiffre, on voit l'ensemble des pays du Sahel, l'âge médian de la population est de 17 ans, alors qu'en Europe, en Union européenne, l'âge médian est de 42 ans. Donc, on est très, très loin de cette dynamique démographique. Et cette dynamique démographique, que l'on veuille ou non, quoi que l'on fasse, va déferler sur l'Europe. Quand je dis déferler, ce n'est pas forcément une invasion telle qu'elle est décrite par les apôtres de l'Apocalypse, mais on aura objectivement une présence de plus en plus importante des personnes venant de l'Afrique subsaharienne, du Sahel, du Sud plus généralement, Même dans en les pays Roumanie européens. même en Roumanie ou en Bulgarie, parce que pour l'instant, on a l'impression qu'ils ne font que passer. On l'a vu pendant la crise des réfugiés en Syrie.
L'objectif, c'était surtout regagner, ou plutôt gagner l'Europe de l'Ouest et pas trop s'attarder en Roumanie. Vous pensez que ça va changer? Bien sûr, ça c'était le cas des réfugiés, notamment des réfugiés venant du Proche et Moyen-Orient. Mais dans le cas des pays dont je parle, et notamment du Sahel et de l'Afrique subsaharienne, là on a un nombre, par exemple, de jeunes qui sont de plus en plus diplômés, qui sont de plus en plus compétents dans leur domaine et qui ne sont pas très bien accueillis, sont de moins en moins bien accueillis dans l'Europe occidentale, où il y a une saturation objective, disons, et tous ces gens-là vont sans doute se diriger vers les pays qui seront capables de les accueillir, qui seront désireux de les accueillir et qui sauront faire usage de leurs compétences et de leurs talents pour se développer. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a vu dans l'exemple français des années 1960 et 1970? La France a été rebâtie par notamment beaucoup de gens issus de l'immigration. Or, c'est tout à fait possible d'avoir de créer des conditions qui soient pareilles dans des pays qui sont très vieillissants, où la population n'est plus présente. La Roumanie, par exemple, a 4 millions de personnes qui habitent à l'étranger. Et donc, l'intérêt, objectivement, serait quand même d'ouvrir un marché du travail pour des gens qui auront et le désir et les compétences de l'occuper d'où qu'ils viennent. Sergiu Mișcoiu, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous une seconde fois. Merci beaucoup et bonjour à Cluj-Napoca. C'est vrai que on n'a pas souvent l'occasion de discuter avec des francophones de là-bas. Il faudra que ça change peut-être, sans doute. En tout cas, merci. Merci Sergiu Mișcoiu. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site rfi.ro, rubrique Le micro du soir. Week-end Placout. Au revoir.